Je ne pourrais même pas en parler aujourd'hui. Donc, c'est un livre, oui, bah, c'est de l'Olivier Weber, quoi. Enfin, mais on a un autre dictionnaire, hein, donc on va en parler. Et puis un autre texte aussi que j'ai beaucoup aimé. Alors le thème, c'est frontières illimitées. C'est la réflexion qui va s'ouvrir aujourd'hui lors de cette rencontre autour d'une thématique vivante, hein. Les frontières sont de tout temps, ont été vivantes, elles sont nées, d'autres disparaissent, et cela donne parfois le tournis. Je ne sais pas si vous êtes amusé à aller sur Internet regarder une carte de l'Europe avec une vidéo accélérée des frontières au fil des siècles. C'est assez impressionnant. Donc voilà, on va parler d'éléments vivants, et les deux ouvrages en témoignent. Il y a des frontières qui rapprochent. Au sein de l'Europe, par exemple, je pense au programme transfrontalier européen, Interreg, qui ont rapproché, même si ce sont des frontières. Et puis d'autres qui se referment aujourd'hui, malheureusement. Et au-delà des frontières terrestres, les frontières technologiques, on va le voir, idéologiques, imaginaires aussi, s'invitent. C'est aussi l'intérêt de ces livres, c'est qu'ils nous emmènent aussi dans des mondes, nous font nous évader aussi. Je pense au mur d'Adrien notamment, mais aussi à certains articles du dictionnaire insolite des frontières. Bref, le sujet est vaste, motivant et questionnant. Alors pour en parler, bienvenue à Macha Seri. Bonjour. Je vais vous les présenter, hein, et puis à Benoît Goffin. Bonjour. Alors, on va faire ça par ordre alphabétique. Oui, bah oui. Voilà. Je vous en prie. Je prends plus de, je prends plus de risques maintenant. Oh. Benoît Goffin, donc géographe, diplômé en géographie et géopolitique de l'ENS Ulm, c'est une référence, hein, et de Paris, premier Panthéon-Sorbonne. Il enseigne la thématique des frontières, entre autres à l'université de Cologne en Allemagne. Et vous dirigez aussi la collection Odyssée, Ville-Portrait à l'ENS Édition. D'accord ? Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est l'ouvrage Dictionnaire insolite des frontières, qui a été coécrit avec Céline Lostis. Je ne sais pas si je prononce bien. Céline Lostis, c'est ça ? Ok. Et qui est paru chez Cosmopole en 2023, avec une très belle couverture. J'aime bien ça. Donc voilà, ce dictionnaire. Et puis Macha Seri, qui a été journaliste, il faut me reprendre, hein, parce que des fois les CV sur Internet, c'est pas... Qui a été journaliste au Monde et au Monde des livres, qui est auteur, et à qui l'on doit des essais littéraires. Oh, je vais les citer, hein. Des amis en toute saison, Ceci est pour vous, Albert Camus, Premier combat. Et deux romans très remarqués, Les cendres du soupçon et Blanche Maupas. Voilà. Paru chez Stock en mai dernier, Sur le mur d'Adrien, le voici, est une invite au voyage aux confins de l'Empire romain, mais aussi entre l'Angleterre et l'Écosse d'aujourd'hui, hein. Une belle virée qui va nous amener des éléments de compréhension de ce qu'était cet empire, peut-être décadent à un moment donné. On verra ça. Et puis aussi une virée dans la nature, des éléments historiques, vivants là encore. Voilà. En tout cas, c'est un beau coup d'essai au sein de la communauté des écrivains voyageurs, et je pense que Olivier Weber serait là pour m'accompagner dans ce que je viens de dire. Donc Olivier Weber, on lui souhaite du courage et bon vent dans cette région du monde en émoi et voire en dérive. Une première question transversale sur ce concept de frontières. Le titre de cette rencontre, Frontières illimitées, en dit long sur leur diversité, hein, comme votre dictionnaire insolite qui leur est consacré. Vous dites vous-même que les 173 entrées ne permettent pas l'exhaustivité. Alors qu'avez-vous privilégié ?
Donc, dans ce dictionnaire, donc, beaucoup d'entrées pour essayer de voir divers aspects et comme ça, avec des petites touches finalement, essayer de voir la diversité de la frontière et donc toute l'importance de cette notion. Et donc dans cette collection, l'idée aussi c'est d'avoir une lecture qui est un petit peu agréable, plaisante. Donc c'était aussi comment réussir à donner du rythme, c'est-à-dire ne pas juste dresser un inventaire de tous les conflits frontaliers qui peuvent exister, mais donc essayer de partir sur un objet, sur une aventure, sur un écrivain voyageur, sur une crise, et puis de balayer, évidemment, avec le titre, hein, cette notion d'insolite. Voilà, et les frontières nous offrent évidemment beaucoup d'aspects très, très insolites. Oui, puis aussi des anecdotes assez amusantes. En tout cas, moi, je me souvenais plus que le cher Trump avait passé la frontière de la Corée du Nord 1 minute durant. Voilà, donc il y a la vidéo sur Internet, donc effectivement, le 30 juin 2019, et qu'il était vite repassé en Corée du Sud. Mais bon, voilà. Mais il y avait plein de photographes et plein de caméramans. Donc, voilà. J'avais oublié, je ne sais même pas si j'ai su un jour, que l'île aux Faucons, hein, qui appartient 6 mois à la France et 6 mois à l'Espagne dans l'année. Elle est où cette île ? Donc oui, l'île des Faisans, donc entre l'Espagne des faisans. Et... Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça Faucon. Ouais, il y a des plumes. Donc voilà, c'est une belle situation, voilà, d'un partage comme ça, avec bon, évidemment pas d'enjeu, puisqu'on a une île qui n'a aucun habitant, mais avec ces frontières, on a tout de suite cet imaginaire. Donc quand on a un changement de nationalité, on peut avoir une petite cérémonie, on peut avoir un drapeau qui monte, qui descend, et tout de suite un imaginaire pour une île qui n'a aucune importance finalement. Même si cette île à la frontière a eu une grande importance dans l'histoire, avec beaucoup d'événements diplomatiques, avec des princesses qui ont été échangées sur cette île, ou une importante convention diplomatique, où comme ça, les diplomates de chaque pays étaient restés sur l'île, et donc on avait une table, et sur la table on avait le trait de la frontière, chacun était chez lui, et donc la France et l'Espagne avaient négocié un traité de paix. Ah, c'est incroyable. Machin, ce fameux mur d'Adrien, lui aussi, c'est une frontière quelque part qui est disparue, hein, qui n'existe plus, quoique. Et il recèle bien des aspects insoupçonnés. Mais d'abord, pourquoi le choix d'être allé faire une randonnée le long de ce mur qui fait quand même, enfin, des parties du mur, hein, ce qu'il en reste, mais Oui. avec toute la vie qu'il y a autour, ça fait 120 km quand même. Oui, mais enfin bon, je marchais 2 à 3 heures par jour, c'est quand même pas terrible. Moi qui n'avais jamais fait de randonnée, je n'ai pas eu de difficulté à faire celle-ci, donc c'est vraiment pas... Si, à trouver les chaussures adéquates. Ah ouais, parce que j'avais pas pris les bonnes chaussures et ça a été terrible. Mais non, ce qui serait bien, c'est que je vous le situe, parce que sinon on peut pas savoir de quoi on parle. Donc c'est un mur qui est au nord de l'Angleterre, qui vraiment coupe l'île de Grande-Bretagne en deux, dans sa partie la plus étroite, qui va de la mer d'Irlande à la mer du Nord. Je trouve que c'est très beau, un mur qui va d'une mer à l'autre, de Carlisle à Newcastle, et donc qui a été bâti entre 122 et 127, et qui a été complètement déserté à partir de 410. Voilà, donc c'est Adrien qui a voulu ce mur pour se protéger des Pictes. Que sont les Pictes ? Les Pictes, ce sont des pré-celtiques, c'est les ancêtres des Écossais. Pictes, Picti, les hommes peints, parce qu'ils étaient peinturlurés, et souvent ils sont représentés très chevelus, très barbus, quand les Romains dans les films sont rasés à la perfection. Donc c'était quand Adrien est au pouvoir, donc il succède à Trajan en 117, c'est l'année d'une déconfiture pour l'armée romaine, puisque la 9e Légion, il y a eu pas mal de films sur le sujet, donc qui comptaient entre
3000, parfois on dit un petit peu plus, est parti guerroyer vers le nord, donc plus loin que l'avancée territoriale du général Agricola qui a commencé en 80. Et lors de cette incursion donc, vers le nord, ils ont été massacrés donc, par ces sauvageons qui étaient les Pictes. Et donc Hadrien a tranché et a dit que ça serait bien de bâtir un mur frontière pour se protéger de ces barbares. Enfin, on est tous le barbare de quelqu'un. Voilà. Et donc, oui, pourquoi je me suis... C'est pas le genre de livre que je fais, c'est mon premier de ce genre-là, et je ne marche absolument jamais, sinon de mon lit à la cuisine. Parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ou lu la saga Game of Thrones. Alors, c'est une série télévisée à succès, mais c'était d'abord une série de livres. Et donc, l'auteur de cette saga de livres, c'est un Américain, il s'appelle George Martin. Il a été visiter le mur d'Hadrien en 1981. Et dans cette saga de fantasy, c'est une littérature fantasy, il a créé une muraille de glace qui est très calquée sur ce mur. Donc il en a reproduit le tracé et la topologie d'un estuaire à l'autre avec ses plats et ses frontières. Et quand ça a été vraiment ma première curiosité. Enfin, j'ai jamais été très fan de science-fiction, mais quand j'ai lu et vu Game of Thrones, j'ai commencé à me passionner. J'ai lu cette anecdote sur le fait que le mur d'Hadrien était une inspiration. Et je suis allée voir quelques photos parce que je connaissais rien à ce mur. Et les gens n'y connaissent pas grand-chose. Il n'y a rien en France sur le sujet. Pourtant, c'est un mur qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, la même année que la muraille de Chine, mais c'est vraiment pas... La muraille de Chine, c'est quand même bien plus grand et bien plus ancien. Et donc, j'ai vu quelques photos et j'ai trouvé ça sublimement beau. Et donc, je me suis prise d'amour pour un mur. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Un mur qui a d'ailleurs déjà inspiré d'autres écrivains, d'autres auteurs. Hein. Je pense à Marguerite Yourcenar, qui fit sensation en son temps, hein, et pour lequel vous avez de l'admiration d'ailleurs, hein, pour ce livre. Et je pense aussi à Rudyard Kipling avec Puck, lutin de la colline. J'adore ce livre. Voilà, j'allais le dire, hein, c'est ce que vous lui portez une infinie tendresse. Oh là là. Et puis alors il y en a un autre, vous le qualifiez de médiocre recueil de nouvelles, c'est celui d'Arthur Conan Doyle. Qui est un auteur que j'adore, mais là c'était vraiment médiocre. C'est nul. raté, quoi. Ouais, Voilà. C'était raté. C'était raté. Ok. Donc Benoît, on vient de parler de Game of Thrones. Donc vous en parlez aussi. Mais vous ne parlez pas que de ça. Hein. On ouvre des horizons sur le cyberespace dans votre dictionnaire, sur la Lune qui s'invite aussi, la littérature monde, bien sûr, Tchernobyl, enfin voilà. En fait, la nature humaine ne peut pas se passer de mur, quoi, où que ce soit. Non, on a toujours effectivement... Vous développez un peu ça. Oui, effectivement, sinon la même fascination pour ce mur, puisqu'effectivement on a d'abord une entrée mur entre parenthèses Hadrien, qui est suivie par mur entre parenthèses Game of Thrones, quoi. Donc il y a cette même chose, avec effectivement ce mur, cet imaginaire qui est assez fascinant. Game of Thrones qui est quand même plus imposant que... Parce que le mur d'Hadrien, il faisait quoi, 4 mètres de haut, quoi, non 4 mètres et demi. Voilà. Excusez-moi, j'ai jamais été matheux, donc... Et donc effectivement, oui, ce besoin chez l'homme de se définir, et la frontière évidemment va y contribuer, quoi. On a une frontière pour dire où on est, où commence l'autre, et donc on va avoir besoin de cette frontière. Donc la frontière, toujours, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est toujours
évidemment très compliqué et impossible à dire, mais qui peut être aussi essentiel. Par exemple, là, on voit que l'Europe a un besoin de se définir. Est-ce que l'Ukraine est dans l'Union européenne? Est-ce que l'Ukraine est dans l'OTAN? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Ça devient essentiel. Et d'une certaine façon, c'est dommage, parce qu'on aurait pu, si l'histoire avait été autre, avoir une Ukraine qui aurait été un pont entre Union européenne et Russie, et ça aurait été une position qui aurait été extrêmement intéressante. Mais cette position de pont, aujourd'hui, ne peut plus exister, et on va avoir besoin de tracer une ligne, de tracer une défense, de savoir, voilà, là c'est nous, là c'est plus nous. Donc voilà, une notion indispensable et multiples. Donc là, vous citiez comme ça un petit peu d'autres frontières. Enfin, donc on a évidemment la frontière terrestre, donc ça va de soi, mais on va avoir besoin de définir vraiment dans tous les sens. Donc simplement, on va avoir la frontière terrestre, mais simplement, on va avoir au-dessus une autre frontière, c'est-à-dire la souveraineté d'un pays, jusqu'où elle va aller. Donc évidemment, il y a quelques années, la question ne se posait pas, mais là, on a eu cette fameuse histoire du ballon chinois qui se baladait au-dessus des États-Unis. Est-ce qu'on peut l'abattre? Et donc, dans le droit international, on va nous dire, en gros, jusqu'à 20 km, on va être aux États-Unis. Mais donc, au moins théoriquement, si le ballon chinois il est à 25 km au-dessus des États-Unis, eh ben, il est dans son droit et tout va bien. Voilà une autre frontière. Après, on va avoir peut-être d'autres frontières plus amusantes. Avec, oui, par exemple, d'entrer sur la Lune, quoi. Donc il y a des conventions, il y a des textes, et donc un État ne peut pas s'approprier aujourd'hui de corps célestes. Mais du coup, certains s'en sont emparés. On dit, non, en tant qu'individu, je vais le faire. Et comme ça, si vous voulez acheter une parcelle lunaire, vous avez comme ça sur Internet un certain nombre de personnes qui se sont appropriées la Lune et qui vous vendent comme ça un petit certificat. Voilà, vous pourrez acheter quelques hectares lunaires, et finalement, s'ils arrivent à en vendre, ça montre un petit peu cette attractivité qui peut exister partout. Sinon, en continuant peut-être, on a la question des frontières maritimes, là, qui est évidemment un enjeu gigantesque, avec des frontières qui sont pour beaucoup pas encore définies, avec des conventions qui existent mais qui ne sont pas forcément signées par tous les États, et avec beaucoup d'États qui n'ont pas encore vraiment mesuré tout ça de façon très précise, et aussi des textes qui évoluent, avec aujourd'hui donc des possibilités d'étendre sa ZEE, et comme ça la France, depuis moins d'une dizaine d'années, donc la France qui aurait a priori donc le deuxième plus grand domaine, la plus grande zone économique exclusive donc en mer, et donc elle a pu étendre cette zone d'un demi-million de kilomètres carrés. Donc ça veut dire que la France, comme ça, depuis à peu près 2015, a pu s'étendre d'un territoire qui fait à peu près la superficie de l'Espagne. Donc c'est des choses évidemment considérables, des enjeux évidemment très importants, et qu'on a du mal, peut-être que la France a encore un petit peu du mal à mesurer et à véritablement s'en emparer. Si on reste sur la mer, on a une autre frontière. Il y avait eu un rapport du Sénat il y a moins de 5 ans qui parlait des abysses ultimes frontières. Et donc c'était un rapport assez amusant qui faisait remarquer qu'on avait aujourd'hui plus d'hommes qui étaient allés sur la Lune que des hommes qui étaient descendus en dessous des 10 000 mètres. Donc un petit paradoxe. Voilà, et un aspect un petit peu ces frontières. Et évidemment, on pourrait encore les développer avec des nouvelles frontières qui apparaissent. Et là, par exemple, le numérique, avec cette idée d'un Internet sans frontières. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des frontières, enfin des États qui dressent de plus en plus de frontières, qui prennent le contrôle sur tout ça, donc voilà, en Russie ou en Chine. Si vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Hein. Oui, c'est juste ce que tu viens de dire. Je te dis tu, mais parce que tu es mon voisin, tout simplement. En 89, quand le mur de Berlin est tombé, il y avait 13 murs frontières. Donc on pensait qu'il n'y aurait plus forcément de guerre bloc contre bloc, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a 70 murs frontières maintenant. Et je pense que la situation va s'aggraver fatalement. Donc que ça soit des murs frontières de grillage en béton, en ciment, etc.
Et moi, ce qui m'a plu justement dans ce projet, c'était de s'intéresser à un mur qui est inoffensif, un mur qui ne sert plus à rien, un mur qui est inoffensif, qui n'a plus sa fonction de bastion et de protection. Mais je me suis posé la question en cours de route si ce mur avait été véritablement une ligne de démarcation. Parce que les archéologues ne sont pas très sûrs finalement que c'était pour se protéger, c'était peut-être aussi pour canaliser la circulation des hommes sud vers le nord et nord vers le sud, vers les portes, parce que quand je parle de mur, c'est un bâti, c'est-à-dire que ce mur était ponctué de 14 forts, de 80 fortins et de tours de guet tous les 500 mètres. Et donc, si ce n'était pas pour canaliser des échanges marchands et faire une barrière frontière, une barrière douanière, pardon. Et du temps où il exerçait cette fonction-là, ou ces deux fonctions, peut-être de protection et de barrière douanière, il était aussi une sorte de pont. Moi, ce qui m'a plu dans ce mur, c'est que c'est un pont. Et c'était un pont même sous l'Empire. Pourquoi ? Parce que quand Adrien décrète donc, la construction de ce mur qui s'étale sur 5 ans, l'Empire est à son apogée. Il s'étend jusqu'au Sahara. Le mur d'Adrien est la frontière la plus septentrionale. Donc, il y a l'Égypte, il y a la Syrie. Beaucoup d'archers du mur d'Adrien venaient de Syrie parce qu'ils avaient une réputation, etc. Ils venaient, alors je vous donne les noms contemporains, mais ils venaient de Bosnie, ils venaient de Roumanie, ils venaient de Gaule, de Suisse, d'Allemagne. Et les archéologues pensent qu'il y avait au moins plusieurs dizaines de langues qui étaient parlées tout au long du truc. Donc il faut bien s'imaginer que il y a longtemps, c'était une diaspora multilingue, multi-ethnique et qui était caractérisée par un fort syncrétisme de religion. Il y avait des divinités orientales, germaniques, etc. Et qui, d'ailleurs, trouvaient à se fusionner. Et je trouvais ça très intéressant de penser qu'une ligne de démarcation, ça peut être aussi un brassage international. Et là où convergent des peuples qui, sans cela, ne se seraient pas rencontrés. Donc c'est peut-être quelque chose qui est exceptionnel dans l'histoire. Mais ça, je ne sais pas. Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je vais vous poser aussi, vous me laissez un peu parler, un petit peu. Sinon, elle anticipe les questions que je vais lui poser dans un quart d'heure. Non, mais vous êtes d'accord tous les deux, en fait. Benoît a parlé de passerelles, Macha de pont. Donc, c'est vrai que c'est des lieux qui créent des liens. Là, c'est évident sur le mur d'Adrien avec toutes les populations qui sont venues s'agglutiner autour. Hein. Il y a une vraie vie autour du mur. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Olivier Weber, dans son livre Frontières, écrit en 2016, dit pas autre chose. Hein. Il l'a constaté. Les frontières sont des lieux, évidemment, de passage, mais c'est des passerelles entre les peuples. Il parlait de l'Iran, des femmes iraniennes qui venaient en Irak acheter du parfum, enlever les voiles dès la frontière passée. Et donc, ça crée des liens entre ces peuples-là, quoi. Alors, passerelle, oui. Vous avez abordé un sujet qui, moi, m'intéresse, c'est que une fois dégagé des antagonismes historiques, comme le mur d'Adrien, même si ça a perduré un petit peu, hein, entre l'Écosse et l'Angleterre, c'est jamais trop gai, quoi, enfin, à part la musique. Mais donc, ces lieux génèrent de la vie. Vous pouvez développer ça un peu ? Oui, ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'il y a un afflux de soldats, il faut qu'il y ait des lieux où ils dépensent leurs soldes, où malheureusement il y ait des bordels, il y ait des tisserands, des cordonniers, des auberges, etc. Et donc chaque garnison avait un village voisin, qu'on appelait vicus
en latin, d'où vicinal, par exemple. Le latin, quand même, c'est très important de connaître les bases pour se souvenir de plein de choses. Et c'était très mixte. Quand on pense à une frontière que défendent des soldats, on pense que c'est un monde d'hommes, et ce n'était pas un monde d'hommes. Pourquoi le sait-on? Parce que dans l'un des forts qui est fouillé depuis 1929, qui s'appelle Vindolanda, qui est l'un des 14 forts, et ben c'est incroyable ce qu'on trouve, quoi. Ils ont fouillé ils estiment avoir fouillé simplement 20% du site. Ils ont trouvé 1500 tablettes écrites sur des écorces de bouleau, donc c'est à l'encre, voilà. Ou alors ils mettaient une couche de cire et avec un stylet, ils écrivaient des choses. Et c'est là où on se rend compte que qu'ils étaient quand même irrécriminés contre des routes en état pitoyable. Ils attendaient que soient payées des dettes. Ils invitaient à des anniversaires. Ils attendaient une cargaison de bière. Voilà, enfin tout ce qu'on pourrait écrire maintenant. Si vous avez une bière, je suis preneuse. Ils ont trouvé 5000 chaussures, et c'est à travers donc ces lettres et ces chaussures qu'on a vu que c'était aussi un monde très mixte. Par exemple, tous les villages proches du mur avaient des termes qui étaient donc pour la population civile et qui étaient mixtes. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus émouvant que de voir des chaussures. La plus petite était, on estime que c'était celle d'un enfant de plusieurs mois, jusqu'à des chaussures qui faisaient l'équivalent de taille 45. Il y avait des sandalettes de luxe, il y avait des bottes de marche. Il n'y a rien de plus émouvant que de trouver des godasses qui ont été façonnées par une démarche, par le temps. Enfin, je sais pas. Moi, et c'est là où vous avez trouvé chaussures à votre pied, non? Bien évidemment. Ouais, ouais, c'était facile, celle-là. Oui, la vie, quoi. Le mur, c'est la vie, c'est-à-dire même les pierres qui sont échappées ont été réemployées pour construire ici une bâtisse, ailleurs une église, etc. Je parle moi maintenant. Oui, je vais lire un petit extrait et je vous laisserai réagir. Le mur, où ses fragments, une ligne progressivement continue, ne départ pas dans le paysage. C'est une force de la nature comme une autre, un fleuve à méandre lent. Jamais il n'intimide. Il est moins haut qu'un orme à tronc massif, parfois d'une taille comparable à une tige de chardon qui s'étire jusqu'aux aisselles. En outre, il mue. J'aime bien cette expression parce que c'est la réalité. Il est tantôt fastigié, tantôt fatigué, et il varie en couleur. Les espèces minérales qui le composent résultent non des saisons et du climat, mais des gisements de grès rouge ou gris, parfois du basalte ou de la dolérite. Le mur est vivant. Oui, alors sur ce truc de mur et de fermeture, il y a quelque chose qui est passionnant dans ce mur. C'est-à-dire que ce mur, si vous entreprenez la marche, comme je vous ai dit, c'est une marche, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc il y a des tronçons qui restent, qui sont assez spectaculaires sur des reliefs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fil du temps, des hommes ont se sont servis sur le mur, surtout à partir de la fin du Moyen Âge et davantage au XVIe siècle. C'est le siècle où on a commencé à prendre pas mal de murs sous l'effet de deux mouvements, enfin de deux choses qui sont très importantes. Le monachisme, qu'est-ce que le monachisme? C'est la vie monastique dans des lieux spécifiques. Donc les pierres du mur, que ce soit de façade, de fondation ou de remplissage, ont servi à bâtir des prieurés, des abbayes, etc. Mais c'était aussi au XVIe siècle, il y a eu quelque chose fondamental, qui est le mouvement des enclosures, dont vous parlez peut-être certainement dans votre...
Hein? Ah, pardon. Mais bon, il y a plein d'autres choses qui sont formidables. Le mouvement des enclosures, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au XVIe siècle, des nobliaux, des aristocrates, s'emparent des terres, ce qu'on appelle des communs, donc là où il y avait le glanage et le package pour tout le monde, et donc privatisent les terres qui étaient des terres publiques. Pourquoi? Pour en faire des propriétés où ils élèvent des moutons. Et c'est le XVIe siècle, c'est le début de l'élevage intensif. Il y a une industrie lainière qui rapporte énormément d'argent, et la laine des moutons, il y a 2 races de moutons propres au mur, voilà, était très... Tant et si bien que, par exemple, en 1523, certains cheptels près du mur comptaient jusqu'à 23 000 bêtes, ce qui est énorme. Et donc, ce mur s'est ramifié en murets. Et ça, on le voit bien. C'est-à-dire que c'est comme un fleuve et on voit les méandres. Et c'est les mêmes pierres. Mais on a baissé donc, le mur et on s'est servi des pierres pour truc. Et ce mouvement des enclosures, ça a été pour Karl Marx, il le dit très bien, le début du capitalisme. C'est à partir de là qui date le capitalisme, enfin son essor. Et c'est vraiment dans cette région du mur que c'est né, parce que c'était des terres voilà, très arides, mais des terres pastorales. Et donc, ce mur qui ne servait plus à séparer donc, les Anglais des Écossais a servi donc, à délimiter des parcelles. Et maintenant, c'est le contraire. Enfin, il y a plein de parcelles. C'est une particularité de la Grande-Bretagne d'avoir des sentiers dans des parcs nationaux qui sont un agrégat de propriétés privées. Mais comme ce mur a été classé donc, au patrimoine mondial en 87, il y a un sentier qui le longe depuis 2003. Donc on longe tout le parcours, c'est balisé très proprement, même qui n'ont pas le sens de l'orientation s'y retrouvent. Et donc le fait que maintenant ce mur est un patrimoine mondial donne un sauf-conduit et nous permet d'entrer d'une propriété à l'autre. Et donc, on n'arrête pas de passer d'une porte à l'autre, à ouvrir des petites gâchettes, à monter un petit escabeau pour passer de l'autre côté. Et donc, voilà, maintenant, ce mur sert... ouais, c'est un droit de passage qu'on a grâce à ce mur parce qu'il est au patrimoine mondial, en fait. Et je dis que c'est beau. I think it's beautiful. Vous avez à ce propos un passage intéressant qui s'appelle le droit à l'errance. Ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il se trouve que dans le massif des Vosges, il y a des chemins qui ont été aménagés depuis de longues dates et qui sont aujourd'hui fermés par des propriétaires forestiers, des chemins de randonnée, quoi. Donc on est un peu dans ces logiques-là. Il y a un écrivain qui a milité, qui milite pour... permettre le droit à l'errance autour de ce mur. Ouais. J'aime bien l'idée aussi. Ouais. Mais c'est à Benoît un petit peu. Non, c'est à moi encore. C'est encore à moi. En général, je modère. Donc, ah, d'accord. J'essaye que tout le monde parle. D'accord. Oui, enfin, c'est un écrivain, enfin, que pour les Anglais, enfin, c'est un écrivain qui a fait le tracé de 750 promenades, qui était un militant de l'environnement, un des plus jeunes à avoir adhéré à l'Open Spaces Society, qui est la plus ancienne association environnementale. Et donc, ils ont fait en sorte, justement, qu'il y ait un accès au public de ces terres. Et d'ailleurs, c'était vraiment une revendication des ouvriers d'avoir des parcs, des endroits où ils pouvaient profiter de la nature et de se distraire. C'est ça qui est beau. Et cet homme dont je parle, dont tout le monde se fiche, et qui est mort d'ailleurs, j'ai cherché à voir s'il était vivant, mais malheureusement, il est mort. Ouais, c'est un type qui s'appelle Rodney Legge, et je trouve que c'est beau, quelqu'un qui s'appelle Legge.
jambes pour quelqu'un qui a beaucoup marché. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Ce qui est beau, il y a très peu de petites auberges le long du mur pour dormir, mais il n'y en a pas une seule où il n'y a pas une bibliothèque, enfin, où on ne laisse pas des livres et on en reprend. Je trouve que c'est très très beau. Et c'est en dormant dans une chambre d'hôte que j'ai découvert l'un de ces livres et que je me suis prise de passion pour les combats qu'il a menés. Voilà, les combats qu'il a menés en faveur de l'ouverture au public de plein de terres, pas simplement le long du mur, mais dans plein d'endroits. Bien, bah, je vais passer la parole. Hein. C'est sur un thème qui vous concerne tous les deux aussi. C'est le thème de l'imaginaire. C'est-à-dire, en fait, les frontières nourrissent l'imaginaire, sans doute parce qu'elles nous poussent à aller au-delà, à dépasser un certain territoire, à se confronter à l'autre. Et forcément, ça nourrit, ça ne peut que nourrir l'imaginaire. C'est l'essence même du voyage que de passer des frontières. Et le voyage, c'est aller vers l'inconnu de soi et de l'autre. Alors, je vais lire un petit passage de la rubrique imaginaire de la Sildavie. Vous vous souvenez, la Sildavie de Tintin? Ouais. Au Farguestan du rivage des Syrtes. Ouais. C'est pas les Pictes, c'est les Syrtes. Et à l'Eldorado, que visite Candide, en passant par Neverland, le pays de Peter Pan, ces nations imaginaires mettent en perspective, c'est là où j'ai fait réagir, par un jeu de miroirs déformant nos propres sociétés. Totalement inventée et pour certaines séparée par une frontière que souvent seuls quelques élus peuvent franchir, elle offre une échappatoire au réel. Combien de petits moldus rêvent encore de pouvoir un jour franchir le passage par le quai 9 3/4 et s'échapper vers Poudlard et le monde des sorciers. Alors cette histoire de... J'aime bien ce miroir de société. Oui, je pense que tous les auteurs se sont servis de créer un nouveau monde, créer une frontière pour pouvoir mieux finalement se critiquer, quoi. Et donc là, dans ce qu'on n'a pas cité, on peut penser donc à Montaigne avec